Et bonsoir tout le monde. Comment ça va? Comment que ça va? J'espère que vous m'entendez bien, que comme d'habitude ça crache pas trop et que voilà, que c'était une belle journée. Moi je suis euh, un peu pris. Vous vous rendez compte que j'ai même pas eu le temps de me servir mon jus de pomme. Enfin, je sais pas moi, mais c'est hallucinant. Donc voilà. Salut Pali, du coup salut Plao, salut Anishka. C'est chouette de vous voir. Ce soir, ça va être fou fou. Ce soir, ça va être terrible. Exactement, ça va être terrible. Dites-moi d'ailleurs hein, si c'est trop bas le micro, s'il faut que j'augmente un peu le son et tout. Je sais pas si c'est moi, mais on t'entend pas fort. Voilà, exactement. Parfait. Hop. Du coup, j'ai rapproché un peu le micro. J'espère que ça crache pas trop du coup. Et attendez. Comme ça, c'est mieux. Est-ce que comme ça, c'est mieux? Euh, Du coup, ça y est, je me suis servi un jus de pomme. Euh, Oui, alors, du coup, ce soir, on retourne en Saxe, bien sûr, comme tous les jeudis. Et puis, on va parler de ce tract là qui a été publié, qui est sorti aujourd'hui dans les librairies. Et puis ensuite, on va parler de la littérature noire post-Seconde Guerre mondiale, tout ce qui considère, enfin, tout ce qui concerne le mal moral, hein, qui est issu justement des réflexions après la Seconde Guerre mondiale, et on va prendre l'exemple du roman Un roi sans divertissement de Giono, Jean Giono, donc, qui est paru en 1947. Voilà. Du coup, dites-moi, on m'entend mieux là ou pas? Voilà. Bon, ouais, ça va. Ah, ça veut dire que c'est pas ouf ça. Mais de toute façon, prochainement, en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais augmenter un petit peu. Hop là, voilà. Du coup, j'ai augmenté un peu. De toute façon, ce que je vais faire, c'est que je vais bientôt me procurer une mousse là pour aller autour du micro. Et du coup, en fait, bah, je pourrais vraiment le rapprocher de ma bouche sans que ça crache quoi. Voilà, voilà. Bon. Bonsoir Léane, bonsoir Bright Kokoro. Chouette de te voir. Alors, du coup, allons-y. Alors donc, comme pour ceux qui l'ont vu dans le sur Instagram et sur les autres réseaux, ce soir, le lieu du jeudi est le attention attention Elbseinsteingebirge. Hmm. Si vous y arrivez, écrivez-le moi dans le chat. Je sais qu'il y en a quelques-uns qui c'est par là. Je sais qu'il y en a quelques-uns qui savent le faire, donc allez-y, écrivez pour voir. Euh, Ça paraît barbare, mais en fait c'est simplement les Allemands, vous savez, qui mettent plein de mots à la suite, et du coup on en avait... Alors, pas mal, pas mal, pas mal, pas mal, pas mal. Joli. Alors, Elb quoi? Ep, Epsleinsteingebirge. Alors, je le redis, je me souvenais que c'était celui avec le nom le plus long, ouais c'est ça. Alors, c'est Elbsandsteingebirge. Avec... voilà. Et, euh, et du coup, en fait, il faut que des mots ultra longs, mais en fait, c'est ultra simple, hein. Littéralement, ah, Palicraft, t'es pas loin. Oui, Anishka a trouvé. Ah voilà, c'est bon, vous avez tous trouvé. C'est ça. Alzheimer. Eh, enfin bref. Et j'arrive même pas à le dire moi. Elbseinsteingebirge. Donc en fait, c'est très simple, hein, ça veut dire l'Elbe. Zant, c'est la pierre. Donc là, il n'y a que Anishka hein, qui l'a trouvé finalement. C'était un peu compliqué. Gebirge. Oui, parce que chez Blau, il manque le L. Et chez Braille Kokoro, caca.
Brett Kokoro dit qu'il y a un mot sur trois chez elle. Est-ce que c'est pareil chez vous les autres? Parce que si je continue à parler et qu'il y a genre... ok, chez toi c'est fluide. Ok, c'est mon wifi depuis hier soir, tu sais. D'accord, ok. Ok, tout va bien, tout va bien. Bon alors, du coup, on va passer sur le Elbseinsteingebirge. Le voici, chers amis. Donc en fait, c'est très simple, hein, c'est l'Elbe. Zant, c'est le Stein. Zant, c'est le sable. Stein, c'est la pierre. Et Gebirge, c'est le massif montagneux. Donc en fait, c'est le massif montagneux en pierre de sable au bord de l'Elbe. Tada! Voilà. Euh, Du coup, là, c'est une photo que j'avais prise quand j'étais en randonnée dans ce massif-là. Ouais, très littéral en fin de compte, hein, c'est ça. Comme d'hab, les Allemands, simple, efficace. Et donc, en fait, c'est un massif de roches de sable. Et en fait, avec l'infiltration, au fur et à mesure des millénaires, ça a fait ce genre de paysage, espèce de canyon complètement couvert de verdure qui sont magnifiques, hein, et qui concrètement en fait sont un lieu de randonnée, bien sûr, et d'escalade très prisé. C'est un peu le lieu de, de balade de tous les gens de la région et surtout de Dresde en fait, parce que à Dresde, Dresde c'est à genre 20 minutes, même pas. Le truc cool en allemand, il ne s'amuse pas à décliner les noms comme en latin ou en slave. Bah si. Tu veux dire les noms communs ou les noms propres? Parce que les noms communs, euh, oui, ils se déclinent. Les noms propres, ça dépend. Euh, Déjà, autrefois les noms propres se déclinaient comme les noms communs, donc c'était encore pire. Et là, les noms propres actuellement, ça dépend quel cas. Par exemple, le possessif, il me semble que ça s'accorde encore. Je sais qu'il y a des articles qui se déclinent, mais pas les terminaisons. Si, si, si. Les terminaisons aussi se déclinent en allemand. Mhm. Si, si. Si, si. Par exemple, je sais pas moi. Euh, J'aurais pas dû dire par exemple. Et rien qui me vient. Mais je sais pas parce qu'en fait j'ai peur de dire une bêtise. Mais tiens voilà. Mit freundlichen Grüßen. Voilà. Donc ça veut dire avec mes salutations respectueuses, j'écris dans le chat. J'ai pas fait de faute. Voilà. Là il y a un. Donc c'est datif pluriel. Ah, sauf peut-être le datif pluriel. Ah mais je suis trop nul. Je viens de te donner le datif pluriel. Euh, non mais je te jure les autres aussi, genre l'accusatif singulier, ce genre de choses, ça se décline aussi premier jury. Et surtout les neutres, les masculins faibles neutres, genre Hertz, genre le cœur. Lui c'est vraiment genre il a toutes les déclinaisons possibles et imaginables et il est trop relou. Et Man aussi il est bizarre. Enfin bref, revenons à nos boutons. Du coup, donc ce massif se situe, je vais vous montrer une carte maintenant, ça va être plus simple en fait. J'ai prévu tout ça. Alors, oui. Alors nous voilà sur Google Maps et nous allons faire un petit tour en Allemagne. Donc voilà la Saxe et voilà la fameuse République tchèque. Euh, donc voilà Dresde et faisons un petit zoom. Et voilà, c'est ici, hein, le Elbseinsteingebirge. Voilà, dans le parc national de la Sächsische Schweiz, donc la Suisse saxonne, littéralement. Et donc voilà, c'est à peu près tout ça en fait, hein. Donc après, si on zoome, en fait, ça suit ça suit le cours de l'Elbe, hein. Et donc j'ai sorti carte un peu plus précise, enfin genre type randonnée quoi, avec toutes les choses à voir. Oups.
Nip zoom. Voilà, du coup là vous avez Pirna, donc qui est ici, et puis ça suit son cours comme ça. Voilà. Et, euh, et donc la photo que je vous ai montrée là, c'était quelque part par là. Quelque part par là. Euh, le Lilienstein de la semaine dernière, il est ici. On a la Basteibrücke qui est très connue, le Felsenbühne. Ici, il me semble qu'il y a Caspar David Friedrich qui a fait une peinture de ça. Festung Königstein, on en parlait l'autre fois. Donc en fait, c'est vraiment immense. Et en fait, c'était un, un lieu aussi stratégique, historiquement parlant, puisque bah, c'est des montagnes sur une frontière, avec un fleuve qui passe à travers. Donc voilà, niveau situation stratégique, on fait pas mieux. Ah là, et du coup, j'ai d'autres photos. Hop là. Oui. Ah, et ça, c'est joli, ça. Ça, c'est joli. Mais je peux pas vous montrer. Ouvrir l'image. Voilà. C'est pas beau, ça? Et franchement, de toutes les saisons, c'est beau, hein. C'est assez incroyable. Euh, donc là, on a encore juste là le Lilienstein et là la Königstein et ici la Basteibrücke. Et entre les deux, il y a le fleuve. Ah ouais? Ah, c'est ouf. Anishka qui dit oui, donc et si vous passez la frontière, c'est littéralement la Suisse tchèque ou la Suisse bohémienne. Bah ouais, bah écoute, on a la Suisse normande en Normandie, donc pourquoi pas, hein. Rien ne va plus. Et je suis sûr en Suisse, on va avoir la Suisse suisse. C'était nul. Enfin bref, voilà. Du coup, je voulais juste vous dire que j'avais pas grand chose à dire, sinon que allez-y, allez-y, allez faire des randonnées là-dedans, c'est top. Il y a des randonnées pour débutants. Comme ça, en fait, le site du pont là est très connu. En fait, il a été aménagé pour les touristes, hein, plus ou moins. Et du coup, si vous voulez, il a. Ah, c'est tout petit. Je suis trop bête, j'aurais dû regarder. Voilà, ça c'est plus grand. Euh, il a été aménagé. Mais c'est pas possible. Bref, on s'en fiche, c'est pas grave, vous le voyez ici. Il a été aménagé pour les touristes et du coup, en fait, vous pouvez faire ça en 40 minutes d'ascension, même pas, ou alors commencer dès le haut en montant en voiture derrière, quoi. Donc, vous pouvez faire ça en 40 minutes comme en 10 minutes. Et après, il y a des randonnées qui peuvent durer des jours aussi, hein. Là-dedans, vous pouvez faire des randonnées. Moi, j'en ai fait une de 8 heures, je disais la dernière fois. Donc, mais après, ça peut faire beaucoup plus, hein. Il y en a qui campent dedans. Et c'est magnifique, hein, en hiver couvert par la neige. En été, comme ça, au printemps, en automne, avec toutes les feuilles qui tombent, c'est plutôt pas mal. Non, là-bas, c'est la Suisse helvète. Ah belle, ah belle. Après j'ai essayé de faire des blagues et ça va être nul, alors il faut que j'arrête. Il y a des zones de campement du coup. Oui, il y a des campings. Et il y a aussi, en fait, après, il y a des endroits, il me semble, où c'est accepté que tu campes. Mais c'est pas officiel, il me semble, hein. C'est-à-dire qu'en fait, il y a beaucoup de gens qui font de l'escalade. Et en fait, ils campent, genre juste à l'endroit bah, où ils montent après, en fait. Donc, voilà. Et donc, il y a des petits abris, des petites grottes, enfin des mini-grottes. Enfin, après, il y a certainement des grottes aussi, hein, mais c'est pas là qu'ils campent, quoi. Voilà, voilà. Voilà. Du coup, c'est ça que je voulais vous montrer. Et donc, maintenant, on va passer à la suite. Euh, Sauf si vous avez des questions, bien sûr. Je retourne sur notre petite page. Hop, voilà. Du coup, sauf si vous avez des questions, je vous propose de passer à la suite de tout ça. Donc, la suite du programme. Ah oui, alors, Pali, les Suisses sont partout. C'est eux qui ont érigé les pyramides, inventé la poudre noire et le chocolat.
découvert les Amériques et planté le drapeau sur la Lune. Ben oui, ben oui. Et je parie que c'est même eux qui ont inventé la porcelaine. Je dis ça, j'ai rien trouvé de mieux. Non mais c'est vrai, la porcelaine, c'est important dans la vie. Je n'ai même pas autant de moi. C'est eux qui ont inventé l'imprimerie. Voilà, ça c'est chouette ça. Ah bah non, le drapeau sur la Lune, c'est les Bretons. Ah bah ouais. Pardon, pas les Amériques, du coup, la Suisse transatlantique. Exactement, exactement. Et c'est les Bretons. Moi je pensais que c'était les Marseillais ou les Catalonais. Ils n'ont pas aussi inventé des trous dans le fromage. Ah, et puis là c'est la cuisinière qui parle, hein, écoutez-la. Elle c'est sûr, elle dit vrai, c'est eux qui ont inventé les trous dans le fromage. La Nouvelle Suisse, pardon. Eh oui, la Nouvelle Suisse. Et le fromage autour des trous. Ah, ils ont inventé. Ah oui, parce qu'ils ont inventé les trous. Ils ont aussi inventé le fromage autour. Mm. Ouais. Vous savez quoi? Hier, je regardais un live sur une chaîne que je vais vous recommander d'ailleurs, hein, qui s'appelle. Comment elle s'appelle déjà? Ça coule de source. Donc c'est une chaîne Twitch. Et en fait, ils font des interviews d'historiens un jour par mois. Donc c'est tous les mercredis du mois. Et du coup, hier, en fait, c'était l'interview d'un historien qui présentait les concours de tir à l'arbalète à la fin de l'époque médiévale. C'était grave intéressant. Et du coup, on parlait pas mal des Suisses aussi. Et là, je vais vous raconter une anecdote vachement bizarre. En gros, euh, il y avait une illustration avec un concours de tir à l'arbalète, et sur le côté, il y avait des Suisses de Lucerne, euh, et des Suisses de Berne qui se battaient parce qu'en fait, donc c'était à Lucerne et à Berne, il y a, enfin non, il y a des Bernois qui se sont ramenés avec des pièces euh, de Berne avec un ours dessus. Et les Lucernois, j'espère que ça se dit comme ça, ils ont dit ouais, en fait, c'est pas un ours, c'est une vache. Et du coup, eh ben, ils sont fâchés, ils l'ont mal pris. En fait, ça remonte au cliché que euh, apparemment les Suisses seraient, comment le dire de façon classe, des zoophiles de vaches. Apparemment, il y a cette insulte qui court entre Suisses, et du coup, ils l'ont évidemment mal pris. Ça trash talk à la compète. Ah non, mais je te jure, c'est fou. Bon, alors du coup, je vais vous donner le lien de cette Schtroumpfie. Hmm. Ah, vous m'avez compris quoi. Euh, de sa coule de source. Hop. Et en fait, cette chaîne, c'est ce qui me permet de faire la transition. Cette chaîne, je l'ai trouvée. Euh... Anishka, je lis ton commentaire et je suis littéralement dépité. Mais zoophiles de vaches, faut-il conclure qu'ils sont montés comme des taureaux? Hmm. Bon, ils ont aussi les cornes du malin. Et du coup, en fait, c'est sur Nota Bene. Donc sur le live Twitch de Nota Bene de mardi ou lundi soir, je ne sais plus, où en fait sont intervenus deux historiens, donc un historien et une historienne. L'historien s'appelait Florian Besson, il me semble, et l'historienne Catherine Rido Kikuchi, il me semble. Je vous remettrai ça. Et donc justement cette chaîne Twitch est la chaîne de Catherine Rido Kikuchi, qui est professeure à l'université Versailles Saint-Quentin. Voilà. Et donc en fait, il venait sur la chaîne Twitch de Nota Bene pour parler de la sortie d'un tract qui s'appelle Zemmour contre l'histoire et qui a été publié aujourd'hui tout juste. Et donc pour moi ça me paraissait assez important de vous parler de cette petite sortie. Voilà. Alors,
Du coup, je sors mes notes parce que maintenant, faut pas que je dise de bêtises, si vous voyez ce que je veux dire. Euh, bon, alors, donc voilà, donc ça, c'est le tract qui est sorti aujourd'hui. Je suis allé me le procurer ce matin à la librairie Kléber de Strasbourg. Le retour des notes, ouais, ouais, parce que là, faut pas que je dise de bêtises, tu vois. Donc, je rappelle que ce live n'est pas politisé et qu'ici, on ne parle pas politique, mais on parle plus histoire. Même si là, je l'avoue, en l'occurrence, parler de quelque chose, enfin, d'un contexte comme Zemmour, c'est forcément un peu politique. Euh, donc, on- je rappelle, donc là, on va parler de Zemmour, bien sûr, mais que Zemmour n'est pas le seul politicien à faire des bourdes historiques. Sachant que la plupart du temps c'est volontaire, hein. Donc dans la plupart des cas, hein, on peut parler de Mélenchon, n'est-ce pas, qui pour la campagne présidentielle de 2017 a quand même en partie réécrit la Révolution française et Robespierre, hein. Donc bon voilà. Et Macron, alors lui je ne sais pas s'il a fait exprès lorsqu'il a dit, lorsqu'il parlait des Gaulois réfractaires, mais tous les historiens, ouf, ça pique. Et donc voilà, le truc c'est que ce soir on parle de Zemmour, mais je propose qu'à l'avenir, en fait, à chaque fois qu'un un politicien fait ce genre de choses, on parle de ça. Euh, alors à chaque fois qu'on parle de lui, je repense toujours au sketch de Jonathan Lambert en Schtroumpfette. C'était les Gaulois d'Astérix. C'est ça, c'est ça. Et non, mais c'est les Gaulois réfractaires. En fait, on dirait que les politiciens ils se sont arrêtés au livre d'histoire de la Troisième République, quoi. C'est assez fou, quoi. Et donc voilà. Et donc, par contre, là, on va parler de Zemmour, puisque de toute façon, le fait est que bah, ce Zemmour, il utilise enfin, l'histoire comme un argument phare de sa campagne politique, et que bah, c'est un argument qui met en valeur régulièrement et beaucoup plus régulièrement que la plupart des autres candidats. Donc logiquement, bah, c'est lui qui fait aussi le plus de, qui dit aussi le plus de bêtises. Euh, et donc, voilà, il écrit des livres qui se présentent comme des livres d'histoire. Et puis la place de l'histoire est évidemment au centre de sa démarche. Euh, et puis surtout, ce qui est plus important, et ce qui a mené justement ces historiens à écrire ce tract, c'est que bah, on a l'impression qu'il a arrêté de lire des livres d'historiens justement à partir de la Troisième République, et peut-être un peu après, quand il parle de Gaulle. Mais on a l'impression que ça s'arrête là. Et surtout, il nie du coup les résultats de la recherche actuelle, euh, et, et puis il attaque le métier et la profession d'historien. Et comme là il se présente, bah, c'était un peu logique que les historiens réagissent en fait, hein. Enfin, fallait s'y attendre qu'il y ait une réponse. Et donc, ce tract a été publié. En quoi ça consiste? En gros, ils ont pris une vingtaine, trentaine de citations de Zemmour et ils les ont commentées historiquement pour démontrer de A à Z en quoi bah, tout ce qu'il dit c'est faux. Voilà. Euh, ah, les vieux lives d'histoire avec nos ancêtres les Gaulois, spécial dédié aux habitants des Dom-Tom et nos racines chrétiennes partout à Tis. Exactement. Non mais c'est exactement ça. C'est tellement pour rappel, hein, dans la langue euh, française actuelle, euh, il n'y a que 200 mots dans le français actuel qui ont des origines gauloises, hein. Voilà. Je dis ça, je dis rien. Donc bon, enfin, quand on sait ça et quand on voit ce que les politiciens disent, enfin bref. Et donc, voici donc le tract. Donc je l'ai acheté aujourd'hui. Alors il coûte pas cher. Là, je fais peut-être la promo du truc, mais c'est vrai que je trouve que c'est très important de lire ce genre de choses parce que c'est de l'information. C'est pas, pour moi, lire ça, c'est pas de la politique, c'est vraiment comprendre notre histoire et ça s'inscrit totalement dans le but de la chaîne, de dire que, eh ben, le savoir appartient à tous, mais le savoir,
eh ben, c'est le vrai savoir, pas le savoir modifié, mensonger, etc. Donc là, je parle de tout ça, je vais justifier mes propos à l'aide de ça hein, tout à l'heure. Du coup, ce que je disais, il coûte 3,90 € en version papier. Et donc, les bénéfices sont reversés à une association pour les enfants en situation de handicap en rapport avec la déclaration récente de Zemmour sur l'obsession de l'inclusion des enfants handicapés et tout. Enfin, je vous renvoie à l'actualité, aux journaux. Voilà. Et donc voilà, donc le principe c'est de démonter citation par citation, donc ils ont dû faire un tri, etc., parce qu'il y avait beaucoup à dire, et c'est ce qu'ils disaient dans le live de Nota Bene. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, allez voir la chaîne Nota Bene Twitch, puisque c'est le dernier, donc c'est Nota Bene Movies, c'est le dernier live en date du coup. Le savoir se construit mais ne s'invente pas, exactement. C'est exactement ça. C'est-à-dire que il se construit et il évolue dans le temps, et quand on s'arrête à une date pour servir son idéologie, on est à côté de la plaque en fait. Et c'est exactement ce qui se passe. Et donc, je voulais juste vous lire un extrait de ce magnifique truc. Donc, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez aussi de tout ça et de comment vous voyez l'histoire. Quelle est votre définition de l'histoire en tant que science, etc., etc. Ce serait très intéressant un peu d'en débattre. Et, euh, et du coup là, je vais vous lire un de mes articles préférés, parce que donc évidemment ce sera sur l'époque médiévale, parce que bon, voilà. Hein. Et donc ce sera, je sais pas encore, je pense que je vais prendre celui sur les croisades, parce qu'il est vraiment oufissime celui-là. Alors, Pali, petite anecdote marrante, mon père a vécu quelques années en Afrique, du coup plutôt qu'apprendre l'histoire de France à l'école, il apprenait les empires du Mali et ses ancêtres les Africains. Ah, ça c'est intéressant. Bah ouais, non mais ça m'étonne pas parce que dans la culture du pays, on apprend la culture du pays et du coup nos ancêtres les Africains, c'est assez marrant. Effectivement. Alors du coup, 1099, la croisade n'est pas une victoire française. Donc là, donc ça c'est le titre. Ensuite passe la citation de Zemmour, donc c'est dans Destin français, page 68 et page 71. La croisade est une immense victoire, une victoire française. Le salut de l'Europe chrétienne est venu de France. Godefroy de Bouillon était, entre parenthèses, pratiquement français. Donc déjà, vous lisez ça, vous vous retournez et vous sortez. Et vous dites mais qu'est-ce que je viens de lire? C'est c'est assez hallucinant de lire ce genre de choses. Bref, et donc voilà l'explication tout à fait pertinente des historiens. Deux grosses erreurs pour le prix d'une. Voilà, un Blau qui fait ah non mais voilà tu dis ça attends mais mais et c'est que ça hein, c'est un peu exagéré, en fait c'est archi faux de A à Z en fait. Hein. Donc justement il explique. Deux grosses erreurs pour le prix d'une. D'abord, la première croisade dont parle ici Éric Zemmour, lancée en 1095 et qui s'achève en 1099 avec la prise de Jérusalem, n'a absolument pas sauvé l'Europe chrétienne. Celle-ci n'était en effet pas du tout menacée à l'époque, au contraire même. La première croisade est l'un des éléments de l'essor de l'Occident, un nouveau dynamisme conquérant qui se manifeste également en Sicile, dans la péninsule ibérique, dans l'espace slave et balte. En outre, contrairement à ce qu'écrit ensuite Éric Zemmour en parlant de vagues islamiques, les conquêtes islamiques sont terminées depuis un bon moment, même si l'arrivée des Turcs seldjoukides a brièvement relancé une phase d'expansion, marquée notamment par la défaite des Byzantins à Manzikert en 1071. Mais c'était en 1071. Depuis, les Seldjoukides se sont divisés en émirats rivaux et ne menacent plus l'Empire byzantin. Par conséquent, en 1099, la chrétienté occidentale n'est absolument pas en danger et n'a donc pas besoin d'être sauvée. Alors là, du coup, j'ai quand même un truc à dire par rapport à ça. J'en sais rien. Peut-être que Zemmour parlait justement du fait que le, le comment l'Europe était en danger parce qu'elle se démantelait de l'intérieur en fait parce qu'il y avait des guerres intestines tout le temps entre
les chevaliers, et que donc le fait de les envoyer vers un ennemi commun les a unis, et donc ils ont arrêté de se battre entre eux. N'empêche que si on parle d'Europe chrétienne et donc pas d'Europe, Europe chrétienne, c'est justement la chrétienté en fait, hein, et à ce moment-là, c'est la religion. Et en l'occurrence, là, la religion chrétienne n'était pas du tout en danger. Alors, Anishka, remarque, il paraît que les premiers humains venaient d'Afrique. À vérifier, je ne suis pas très calé en paléontologie. Euh... Paléontologie. Ouais. Je sais plus. Faut regarder. Il me semble que c'est Afrique aussi, hein. Ouais. Et après, ils sont allés en Inde et après en Europe. Je sais plus. Tout mon devoir semestriel de L3 qui fait les gros yeux sur la citation. Mais c'est hallucinant, hein. J'ai un cours sur les relations chrétiens et musulmans médiévaux et le prof s'est également énervé contre Zemmour si ça te rassure. Bon bah voilà. Et attendez la suite. Attendez la suite donc sur une victoire française. Deuxième erreur, affirmer que la croisade est une victoire française. Éric Zemmour confond, bien évidemment volontairement, le terme de franc qui désigne souvent les croisés et celui de français, donc le terme franc, hein. Or les deux ne sont pas synonymes. Il suffit pour le voir de lire les sources. Le chroniqueur Fouché de Chartres, qui a participé à la croisade, évoque ainsi, je cite, une multitude infinie parlant des langues différentes et venue de pays divers. Il mentionne bien sûr des Français, le frère du roi des Francs part en croisade, mais également des Anglais, des Bretons, des Lorrains, des Normands, des Flamands, des Gascons, des Bourguignons, des Provençaux, des Goths, etc. Plus tard s'ajouteront des Vénitiens, des Génois, des Castillans et même des Scandinaves. Or, tous ces peuples ne sont pas français et ne se définissent pas comme français. Certains, bien sûr, finiront par le devenir, comme les Provençaux ou les Bretons, mais seulement plusieurs siècles plus tard. Il est totalement absurde de plaquer sur le XIe siècle des identités qui n'existent pas à l'époque. De même, dire que Godefroy de Bouillon, duc de Basse-Lotharingie et premier souverain du royaume de Jérusalem, est français est faux. Il ne l'est ni par la langue qu'il parle, ni par ses fidélités politiques, puisqu'il est vassal de l'empereur du Saint-Empire romain. Voilà, terminus. J'ai un cousin, il disait, mais il n'y a pas de reconquête. Bon, malheureusement, comme d'habitude, je dois aller manger à plus. À plus, Pali, et du coup, à tout à l'heure, hein. Ouais, voilà. Il disait, mais il n'y a pas de reconquête. Non, mais vous voyez, genre, c'est français, mais non. Et puis après, il dit que Godefroy de Bouillon, il est français, mais non, en plus, il fait partie du Saint-Empire. Enfin, genre, si j'avais mes cheveux, je les arracherais. Voilà. Et donc, c'est comme ça sur tous les articles, hein, et des mondes de A à Z, tout le truc. Donc, voilà. Tout ça pour vous dire que je pense que c'est vraiment un chouette tract. Après, ça en demeure politique, hein, puisque ça reste un tract, hein, bien sûr. Donc voilà. Euh, mais voilà. Donc, je vous le recommande comme je recommanderais un livre plus ou moins d'histoire, puisque dedans, même, donc il y a de l'idéologie politique, hein, c'est sûr, hein, puisque les historiens qui ont écrit ça ne restent pas tout à fait neutres, même si leurs travaux dedans sont sourcés. Il y a quand même, on sent quand même qu'ils sont anti-Zemmour, hein, clairement. Donc voilà. Mais c'est très intéressant et nous de notre côté ça ne nous empêche pas justement de rester neutre et d'analyser ce petit bouquin pas comme une source comme une autre en fait. Voilà, c'était le petit excursus sur Zemmour. Du coup, si vous avez des questions et tout, n'hésitez pas. Alors maintenant, je vais vous donner les petits liens et tout parce que justement, ce qui est génial, c'est que ça se répand un peu partout. Ce petit tract là, il est un peu en train de partir dans tous les sens. Donc là, il y avait le live de Nota Bene. Il y a aussi, on en parle pas mal sur les réseaux sociaux. Et il y a la chaîne YouTube C'est une autre histoire, si vous connaissez, pardon, si vous connaissez, qui est donc de comment elle s'appelle, Manon, je sais plus comment elle s'appelle. Enfin bref, Manon Bril, voilà. Je vous la mets. Hop.
Donc je vous mets le lien vers sa chaîne YouTube et puis vers la vidéo même qui parle de ça. Donc en fait, sur cette vidéo, elle fait, elle fait le récap du, euh, du tract en fait, hein. Donc ce qui est très intéressant aussi, c'est qu'en plus du tract qu'elle présente, en fait, il y a une introduction et il y a une conclusion. Et le plus important, je trouve, c'est la conclusion avec des historiens qu'elle a interviewés, enfin les historiens qui ont rédigé le tract. Et donc c'est 5 minutes, 6 minutes où les historiens ont la parole libre en plus du tract. Donc ça c'est sympa. La vidéo fait 51 minutes, donc c'est un peu long. Mais en fait c'est chapitré, donc si jamais vous voulez skipper et aller à l'article que vous voulez, bah faites comme ça. Voilà. Ensuite, du coup, j'ai eu l'occasion d'échanger avec du coup, Catherine Rideau Kikuchi. Et elle m'a renvoyé vers le site du coup de Gallimard, où ils expliquent un peu le principe de la chose, du tract, etc. Donc le voilà. Euh, et donc voilà, et donc j'ai discuté avec elle aussi, donc je ne dirai rien, mais il y a peut-être des trucs qui pourront se passer. Pardon. Euh, donc, jus de pomme. Avant qu'on passe à la suite, si vous avez des questions, n'hésitez toujours pas, hein. Tout dire en ne disant rien. Un talent. Eh oui, je sais, me le dites pas. Alors, si on passait à la suite, hein. Alors, on parlait de ce que je voulais faire aussi dans ce live, c'était de parler de la littérature noire post-Seconde Guerre mondiale. Donc quand lundi j'avais pas trop d'idées, je me suis donné ça comme thème et puis après j'ai fait hmm, mais c'est peut-être un peu lourd comme thème en fait, hein. Et donc en fait j'ai décidé de vous parler d'un livre qui m'a inspiré et qui m'inspire pour pas mal de mes écrits. Donc le voilà. Hop. Recoucou, Brad Kokoro, c'est chouette, t'arrives pile pour le début sur la partie du coup littérature noire. Voilà. Donc on va parler de Giono, Un roi sans divertissement, qui est un de mes livres préférés, hein, sans contexte, sans conteste. Voilà. Et donc je m'en suis servi du coup de la thématique du sang sur la neige. Ouh. Voilà. Oui, c'est ce qui m'intéresse le plus. Bon bah parfait, super. Euh, et du coup, on va s'inspirer aussi de Chrétien de Troyes, très cher. Et admirez-moi cette édition. Oui, pour mon anniversaire, j'avais eu l'édition Pléiade des œuvres complètes de Chrétien de Troyes. Vous pouvez être jaloux. Euh, du coup, à parler de tout ça, ce que j'avais envie de vous demander d'abord, dans un premier temps, c'est vous en fait, euh, qu'est-ce que vous pensez du mal en littérature? On va partir un peu de vos réflexions et tout et tout. Beautiful, exactement. Alors Anishka, des fois je me demande ce qui bugs dans l'enseignement de l'histoire. J'ai l'impression qu'il y a trop d'erreurs, non qu'il y a trop d'heures, pardon, au détriment des matières scientifiques, lapsus. Et on a vu les dégâts du manque de science pendant ces 2 dernières années. Mais que malgré ça, les gens sont à la ramasse. Ah oui. Ah oui, non mais absolument, c'est... Il y a des problèmes et surtout ce qui est surtout en fait euh, gênant et pratique pour la politique, etc., c'est qu'en fait, euh, en cours d'histoire, déjà, bon, il y a peu d'heures, mais bon, c'est la société qui veut ça, enfin bref. Mais surtout, en fait, on parle très peu des périodes plus anciennes, et on parle énormément du dernier siècle, à savoir le XXe, et même de l'histoire la plus récente, ce qui fait qu'en fait, ça laisse le champ libre
à volo pour tous ceux qui veulent sur les siècles précédents. C'est-à-dire que le Moyen Âge c'est un semestre, alors que quand même c'est genre juste 1000 ans, hein. Merci. Donc bon. Donc ouais, il y a trop d'heures au détriment des matières scientifiques, c'est clair. Après avec le bac, je sais pas comment ça fonctionne, hein, mais peut-être qu'on peut s'orienter avec un peu plus de sciences humaines, j'en sais rien. Là-haut, spoiler, c'est dans l'enseignement tout court qu'il y a des problèmes d'organisation de ce qu'il faut enseigner. Effectivement, oui, ça, vu comme ça, oui, oui. On n'a pas de prof parmi nous, mais on a peut-être des futurs profs. Moi je dis ça, je dis rien. Euh, et puis il y aura peut-être des profs qui regarderont le live en rediffusion, donc bon voilà. Et malgré cet accent sur le 20e, on fait que la guerre. Eh oui, non mais c'est hallucinant, hein, on fait que la guerre, on fait que tout ce qui conflit, c'est chiant. Et oui. Et donc, justement, justement parlons-en. Puisque on parle que de la guerre, on parle que de ce qui fait mal, et on parle du mal, on parle que du mal, et c'est justement l'objet de cette partie du live, qui est donc le mal, et, euh, et de voir pourquoi on parle plus du mal en fait que du reste, pourquoi le mal inspire les gens, pourquoi le mal inspire la création, et on peut parler du concept que j'avais évoqué la dernière fois sur les dragons, il me semble, le mal mythogène, donc le mal créateur de la parole et du mythe. Voilà, je ne sais pas ce que vous en pensez. Alors, on fait pas les droits des femmes et des minorités, les droits des handicapés, et... Ouais, clairement, ça c'est des lacunes, et c'est quelque chose, enfin, j'espère qu'il va s'arranger dans les prochaines années. Le droit des femmes, on en parle un peu plus qu'avant, mais c'est vrai que ça reste toujours rikiki, quoi. Mm. Donc je vais vous écrire le mot mythogène parce qu'en fait il faudrait pas que vous confondiez avec mythogène, l'autre mythogène. Alors, donc le vrai mythogène, donc le mâle mythogène qui crée la parole, ça s'écrit comme ça, donc comme mythogène. Il faut pas confondre avec mythogène comme ça, parce que ça c'est un concept scientifique avec des trucs sur la mycose et les cellules et tout, des trucs ultra complexes, hein. Là aussi ça te rassure, mon petit frère est au lycée et il a des cours sur l'histoire des femmes en français. Ah, ça c'est chouette. Ça c'est chouette ça, ça doit être un bon prof ou une bonne prof. Alors, du coup le mal en littérature, tchouk 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 tchouk, allons-y. Bon j'ai plein de trucs à dire et j'ai pas eu le temps tout à fait de tout présenter comme il faut. Euh, mais donc ce qu'on peut déjà commencer par dire, c'est qu'en fait, dans ce dont on va parler, c'est dans un contexte assez précis, puisque le mal, selon Giono, ça se passe donc après la Seconde Guerre mondiale, et donc là, on a bien sûr tout un contexte pessimiste, noir, etc., etc., etc. Futur prof, on verra d'ici quelques mois, ouais, on verra. Et donc, on a ce contexte qui mène après au procès d'Eichmann en Allemagne. En Allemagne, ça mène à la Stunde Null, donc on nie tout le passé. Euh, Ça mène au procès d'Eichmann, à la banalité du mal avec Hannah Arendt. Mais ce dont je vais vous parler, c'est qu'en fait, Giono, dans son roman, et même un peu plus tôt, parlait de la banalité du mal, en fait, déjà dans son roman dès 1947. Hannah Arendt n'a rien inventé. Et donc, je rigole. Et donc, dans le, je vais vous citer cette partie-là. L'hitlérisme a lâché sur le monde des monstres de cruauté. On a pu s'apercevoir que ces monstres n'étaient pas exotiques, ni même allemands, mais qu'ils étaient aussi de notre pays, de notre village, de notre rue, et même de notre maison. Donc c'est quelque chose qu'il déclare en 1948 dans un entretien avec Jean Anrouche, ou Amrouche, je ne sais pas comment ça se prononce. Alors, il est organisé comment son livre? Il a beaucoup de chapitres. Je regarde ça. Donc il est il fait 244 pages cette version-là. Euh, Apparemment, il a écrit avec un rythme de 3 pages par jour pendant à peu près un an,
truc comme ça, un peu moins, je sais plus. Il n'y a pas de chapitrage, non, d'un petit bonhomme. Je regarde. Non, il n'y a pas de chapitrage. Mais je pense que c'était volontaire, si je me rappelle bien de mon cours de prépa dessus. C'est qu'en fait, il n'y avait pas de chapitrage. Et c'était volontaire. Je regarde. Non, il n'y a pas de chapitre. On peut dégager des parties, hein. Dans un résumé que j'ai fait, je l'ai séparé en 3 ou 4 parties, je sais plus. En 3 parties. Voilà. Et donc, pour savoir si le flot de pensée est libre ou organisé en partie. Alors, il est organisé, mais il fait exprès de te perdre. C'est volontaire. Voilà. Et donc, Giono en arrive à cette conclusion que le mal, en fait, est en chacun de nous, et que, en fait, on pourrait presque dire que l'hitlérisme l'a réveillé dans la plupart d'entre nous, et que ensuite c'est très dur, en fait, finalement, de s'en séparer. Et c'est de ça que parle, en fait, ce roman. Il en parle entre les lignes, parce qu'en fait, je disais entre les lignes, parce qu'en fait, on ne comprend pas, en fait, le livre. Et c'est ça qui est fascinant, hein. Moi, je l'ai lu, et j'ai été fasciné par le style. Je vais peut-être vous en lire un extrait. J'étais fasciné par ce que je lisais. J'étais en mode waouh, c'est trop beau. Mais je comprenais rien. Enfin, genre, il se passait des trucs. C'était intriguant, c'était fascinant. Mais on comprenait rien de ce qui se passait, hein. C'est-à-dire que on se posait 10 000 questions, puis après il arrivait un truc, puis après, non, mais pourquoi il se passe ça? Et en fait, à la fin du livre, euh, le euh, l'auteur donne une. Non mais attends, j'ai pas fini. Tu as adoré parce que t'as pas compris. Tu es fait pour la grecque. Non, j'ai fait. Oui, non mais attends, c'est fait exprès. C'est pas moi. Et en fait, à la fin, il donne une citation, donc il donne une clé de lecture qui permet de débloquer tout le bouquin. Et après, tu comprends. Et donc la clé de lecture, je vous la donne, hein, parce que de toute façon, même avec la clé, vous pouvez rien comprendre, hein, puisque bah voilà, vous avez pas le coffre, quoi. Donc la clé, c'est qui a dit un roi sans divertissement est un homme plein de misère. Alors, une idée. Tiens, je vous fais deviner dans le chat. Qui a dit ça? Donc il faut le lire 2 fois. Ouais, sauf quand tu as eu un cours dessus et que du coup t'as pas besoin de le lire une deuxième fois. Oui, du coup j'ai eu un cours de prépa dessus, puis après bah, je m'en suis servi tout le temps dans mes analyses en prépa et tout, parce que j'ai adoré ce bouquin. Donc voilà. Euh, Bon alors je vous fais un peu. D'abord, je propose un peu que je vous présente un peu le personnage de Jean Giono, parce que comme son bouquin, c'est un personnage très 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 difficile à cerner, et, euh, et je sais que pour pouvoir cerner une œuvre, il faut aussi connaître l'auteur. Qu'on fasse la séparation œuvre ou auteur, ou qu'on la fasse ou qu'on la fasse pas, c'est quand même mieux de connaître l'auteur, et donc je voudrais vous en dire un peu quelques mots. Le mieux c'est de revoir ton live avant de le lire, oui, c'est ça. Euh, bon alors du coup, euh, je vous dirai à la fin qui a dit euh, un roi sans divertissement est un homme plein de misère, hein. Je vous le dirai. Ou c'est un homme sans divertissement, je sais plus. Attendez. C'est un homme ou un roi? Je pense que c'est un roi, hein. Oui, un roi sans divertissement est un homme plein de misère. Je vous le dirai qui c'est plus tard. Donc, Giono. Donc, je connais presque les dates par cœur maintenant. Donc, il naît en Provence à Manosque en 1895 et, euh, et il y meurt aussi en 1970. Je regarde les trucs d'Anishka, il faut que j'arrête de regarder. J'espère que tu as une réponse D parce que pour l'instant c'est aucun de tout cela. Pardon. Euh, ouais, je pense que ça va plutôt être la réponse D. J'ai regardé sur internet, je sais qui c'est. D'accord. Bon, alors. euh, donc bref, il vit là-bas, il vit donc à Manosque et il participe à la Première Guerre mondiale. Il y perd son meilleur ami et énormément de ses camarades. Et lui-même est comment dire, légèrement gazé et il s'en sort bien.
et il en sort traumatisé et profondément pacifiste. Vraiment pacifiste, mais vous allez voir, c'est pacifiste extrême. Ce qui va lui valoir énormément de reproches plus tard lors de la Seconde Guerre mondiale, évidemment. Euh, et donc dans les années 20 et les années 30, il sent que la tension monte un petit peu quand même, hein. Et donc à partir des années 30, il commence à rédiger des livres et des articles, des tracts aussi, il me semble, qui prônent le pacifisme. Il me semble que j'en ai quelques-uns. Voilà, on a Précision de 1938 et Recherche de la pureté en 1939 et Lettres aux paysans de la pauvreté, Lettres aux paysans sur la pauvreté et la paix en 1938. Mais il y a un extrait là, c'est donc des textes et des suppliques. Voilà, il y a un texte qui sort en 1937 qui s'appelle Refus d'obéissance, c'est dans le titre, hein, un peu à la Éluard, il me semble, hein, où il dit, donc là j'ai plusieurs extraits, je vais en lire un autre. Euh, il faut se moquer, en tout cas se méfier des bâtisseurs d'avenir, surtout quand pour bâtir l'avenir des hommes à naître, ils ont besoin de faire mourir les hommes vivants. L'homme n'est la matière première que de sa propre vie. Je refuse d'obéir. Ça c'était un extrait. Un autre. Je n'ai pas honte de moi. En 1913, j'ai refusé d'entrer dans la société de préparation militaire qui groupait tous mes camarades. En 1915, je suis parti sans croire à la batterie. J'ai eu tort. Non pas de ne pas croire, de partir. Ce que je dis n'engage que moi. En 1920, on m'a donné puis retiré une pension de 15 francs tous les 3 mois avec ce motif: léger déchet esthétique. Je n'ai jamais été décoré, sauf par les Anglais, et pour un acte qui est exactement le contraire d'un acte de guerre. Je suis sûr de n'avoir tué personne. J'ai fait toutes les attaques sans fusil, ou bien avec un fusil inutilisable. Tous les survivants de la guerre savent combien il était facile, avec un peu de terre et d'urine, de rendre un lebel pareil à un bâton. Je n'ai pas honte. Bref, il y a des tas de choses comme ça. Euh, alors, Brett Kokoro qui dit: je suis pas d'accord avec lui. Euh, Vas-y, je t'en prie. Donc, je continue un peu en attendant. Euh, Ensuite, donc il y a plusieurs choses. Donc, au début des années 1930, il rentre aussi dans le communisme, hein, mais en fait, il en sort très très rapidement parce qu'il se rend compte que c'est un peu extrême pour lui en fait. Et donc, en fait, il commence à critiquer tout le monde. Et en fait, c'est vraiment le pacifiste d'aucun bord. Il dit donc il est contre le capitalisme, hein, je sais plus. Il dit voilà, la guerre est le cœur de l'État capitaliste. La guerre irrigue de sang frais toutes les industries, puisqu'on n'a pas entendu nos voix. Puisque puisqu'on ne nous a jamais répondu quand nous avons gémi, puisqu'on s'est détourné quand nous avons montré les plaies de nos mains, de nos pieds et de nos fronts, puisque, sans pitié, on apporte de nouveau la couronne d'épines et que déjà, voilà préparés les clous et le marteau. Donc voilà. Donc il critique un peu tout le monde. Euh, le truc c'est que donc il a tous ces textes pacifiques et ensuite en, en à côté il écrit beaucoup de romans. Il commence sa carrière littéraire milieu des années 20 il me semble. Et à ce moment-là, il écrit des textes très positifs et très lyriques en fait. Et après, en fait, la Seconde Guerre mondiale, il va passer dans de la littérature noire. Donc en fait, la Seconde Guerre mondiale est vraiment un basculement dans sa carrière littéraire. Alors, heureusement que tous les soldats français et anglais et les gens des colonies qu'on a déployées ont vraiment tiré, sinon ça n'en aurait jamais fini. C'est bien d'être idéaliste, mais dans les faits, c'est assez lâche de rien faire. Pourtant, j'aime pas la guerre du tout, je suis contre, mais voilà quoi. Oui, c'est un argument qui se soutient. Honnêtement, personnellement, je ne sais pas comment j'aurais réagi dans ce cas-là, sachant la suite que je vais vous dire sur Giono. C'est-à-dire que c'est un personnage très très ambivalent, pardon, et vous allez le découvrir tout de suite après. Vous allez voir,
Ça c'est soft. Ça c'est très soft par rapport à ce qui vient après. Donc, en 1938, il est arrêté pour pacifisme. Et en 1944, il est accusé de collaborationnisme. Parce qu'il était trop pacifiste, bien sûr. Alors, il y a plusieurs choses. Donc d'abord, comment dire, il y a le Comité national des écrivains qui le juge en fait trop pacifiste et donc collabo, qui refuse de le publier, c'est-à-dire qu'il rentre sur la liste noire des publications françaises officielles. Ce qui fait qu'il est obligé de se rapprocher des Allemands pour publier. Des copains, bah voilà. Du coup, il le traite bien sûr de collabo. On dit d'ailleurs que c'est lui-même qui s'est rapproché lui-même de, des Allemands. Et il a même dit une phrase qu'on lui a souvent reprochée. Je préfère être un Allemand vivant qu'un Français mort. Donc évidemment, au temps de la résistance, ça passe pas trop tout ça. Ne pas agir quand des gens se font tuer lors de crimes contre l'humanité, c'est fermer les yeux et collaborer dans un certain sens. Oui, alors c'est justement là que rentre toute la nuance du personnage. Et j'y viens. Euh, donc, je sais plus qu'est-ce qu'il y avait d'autre comme citation qui était très intéressant. Oui, voilà. Euh, donc, il faut savoir qu'en 1943, les résistants essaient de l'assassiner à l'aide d'une bombe devant sa maison. Donc on le traite de collabo parce qu'il est admiré par Vichy et par les Allemands pour son style littéraire, parce qu'en fait il a un style qui se rapproche beaucoup de la culture de la terre et des racines, et donc évidemment ça plaît. Euh, et alors attention, donc il écrit en fait donc dans sa manière pacifiste, il écrit dans son journal que les Allemands s'amusent à mitrailler les fuyards, les Anglo-Américains à bombarder Fort Calquier, et les résistants sont des assassins et des voyous. Donc ça c'est dans son journal. Hein. J'entends, mais choisir de ne pas tuer ne signifie pas ne rien faire du tout. Exactement, parce que justement j'y viens, j'y viens. Euh, alors là voilà la partie la plus compliquée de l'histoire, et donc là je tiens à préciser que je cite Giono. À propos des juifs, il écrit: Je m'en fous, que je m'en fous des juifs comme de ma première culotte, qu'il y a mieux à faire sur terre qu'à s'occuper des juifs. Donc, voilà, il dit ça, mais il a été avéré par la suite qu'à partir de 1940, il a hébergé des réfractaires, des juifs et des communistes chez lui à ses risques et périls. Donc en fait, on ne sait pas si il a joué son rôle en fait jusqu'au bout, jusque dans son journal de pacifiste. C'est très dur de démêler le vrai du faux en fait hein, de sa personnalité. Donc vous voyez un peu le personnage, c'est quand même assez flou finalement tout ça. Ah oui non, je voulais dire que s'il était sur le front et qu'il n'a rien fait, là ça craint. Bah écoute, j'en sais rien. J'ai pas tout à fait tout lu, mais après il se peut que tu vois genre il est parce que là il dit que donc les Anglais l'ont récompensé pour un acte qui n'était pas du tout guerrier, donc je suppose qu'il a peut-être sauvé la vie de quelqu'un, par exemple. Mais s'il occupe un autre poste, ce n'est pas tuer, c'est évident. Oui, bien sûr, mais là, il était soldat d'infanterie de base, je pense. Donc voilà, donc ça c'était pour vous présenter un peu le personnage. Voilà, hein, beaucoup de débats autour de ce personnage et qui reste très mystérieux. Et donc voilà, maintenant parlons un peu de son roman, très chers amis. Donc son roman Un roi sans divertissement, qui parle donc de la banalité du mal qui est en chacun de nous et la possibilité qu'on a de le maîtriser ou pas. Euh,
Je vous ai mis un arbre là au centre, parce qu'en fait, au cœur de l'intrigue, il y a un être qu'il nomme Apollon Citharède, donc un arbre qui joue de la musique, qui est beau comme un Apollon et qui joue de la musique, qui est en fait esthétisé, on va dire, magnifié, même déifié du coup avec, avec la comparaison avec Apollon. Et en fait, cet arbre est le centre de toute l'intrigue. Euh, et je vais vous lire un extrait. Vous allez voir, vous allez comprendre. Repali. Et ben, du coup, on est en plein dans le mal. Euh, on est dans le mal. Je pense que je vais boire du jus de pomme. Ça va moins mettre bien. Tu verras lors de la rediffusion, c'était. Là, jusque-là, on vient de terminer la biographie de Jean Giono. Et puis, on commence à traiter de l'ouvrage. Du coup, je vais vous lire ce petit passage. Alors, je vous préviens, donc il est assez dense, hein, mais le style est genre juste waouh. Le hêtre de la Syrie n'avait pas encore, certes, l'ampleur que nous lui voyons. Mais sa jeunesse, enfin, tout au moins par rapport avec maintenant, ou plus exactement son adolescence, était d'une carrure et d'une étoffe qui le mettaient à s'encouder au-dessus de tous les autres arbres, même de tous les autres arbres réunis. Son feuillage était d'un dru, d'une épaisseur, d'une densité de pierre, et sa charpente, dont on ne pouvait rien voir tant elle était couverte et recouverte de rameaux plus opaques les uns que les autres, devait être d'une force et d'une beauté rares pour porter avec tant d'élégance tant de poids accumulé. Il était surtout, à cette époque, pétri d'oiseaux et de mouches. Il contenait autant d'oiseaux et de mouches que de feuilles. Il était constamment charrué et bouleversé de corneilles, de corbeaux et d'essaims. Il éclaboussait à chaque instant des vols de mésanges et de rossignols. Il fumait des bergeronnettes et d'abeilles. Il soufflait des faucons et des taons. Il jonglait avec des balles multicolores de pinsons, de roitelets, de rouge-gorge, de pluviers et de guêpes. C'était autour de lui une ronde sans fin d'oiseaux, de papillons et de mouches, dans lesquels le soleil avait l'air de se décomposer en arc-en-ciel, comme à travers des jaillissements d'embrun. Et, à l'automne, avec ses longs poils cramoisis, ses 1000 bras entrelacés de serpents verts, ses 100 000 mains de feuillage d'or jouant avec des pompons de plumes, des lanières d'oiseaux, des poussières de cristal, il n'était vraiment pas un arbre. Les forêts, assises sur les gradins des montagnes, finissaient par le regarder en silence. Il crépitait comme un brasier, il dansait comme seuls savent danser les êtres surnaturels, en multipliant son corps autour de son immobilité. Il ondulait autour de lui-même dans un entortillement d'écharpe, si frémissant, si mordoré, si inlassablement repétri par l'ivresse de son corps, qu'on ne pouvait plus savoir s'il était enraciné par l'encramponnement de prodigieuses racines ou par la vitesse miraculeuse de la pointe de toupie sur laquelle reposent les dieux. Les forêts, assises sur les gradins de l'amphithéâtre des montagnes, dans leur grande toilette sacerdotale, n'osaient plus bouger. Cette virtuosité de beauté hypnotisait comme l'œil des serpents ou le sang des oies sauvages sur la neige, et, tout le long des routes qui montaient ou descendaient vers elle, s'alignait la procession des érables ensanglantés comme des bouchers. Alors, un hêtre, c'est bon, bois de lutrissa. Ah bah voilà, bah ça se trouve c'est fait exprès. Hein. Pali. Moi qui suis naze en l'écriture, je tombe d'admiration devant le lyrisme d'un texte bien écrit. Apparemment, dans cet ouvrage, le lyrisme est un piège. Exactement. Bright Kokoro, c'est pour mieux décrire le mal, la jolie écriture. Exactement. En fait, c'est 100% ça. Voilà. C'est-à-dire que dans ce livre, on parle de l'esthétisation du mal, on parle de la fascination du mal, et c'est comme ça en fait qu'il va parler du mal tout au long du livre. C'est-à-dire qu'on est fasciné par tant de beauté, mais en fait, au fond de cette beauté et au fond de ce être se cache quelque chose d'horrible. Vraiment. Donc là, c'est le moment, au cas où, est-ce que je continue comme ça ou est-ce que je spoil?
Est-ce que vous voulez le lire ou pas? Parce que voilà, j'avoue que c'est un peu ardu comme lecture aussi, hein. Euh, et au pire, vous pouvez le relire. De toute façon, c'est un truc qui se lit. Vous pouvez pas ressentir la fascination tant que vous l'avez pas lu. Enfin, je sais pas, hein. Mais moi, vous voyez l'extrait, le style qu'il y a là, c'est chouette quand même. C'est chouette. Il y a une plume. Et donc voilà, donc dites-moi si ça vous dérange que je vous spoil un peu l'intrigue pour pouvoir en dire plus. Comme ça, je peux replacer la citation de Pascal et dire tout ça. Moi, ça me dérange pas. Ok, très bien. Super, ça fait un. Et ensuite, euh, qu'est-ce que je voulais? Je regardais mes notes un petit peu. Ah oui, il y aura ça qu'il faudra qu'on parle après. Nope, pas le temps de lire, moi non plus. Bon, très bien. Alors c'est parti, je vais. Gros spoil. Alors, du coup, je vais vous parler un peu du résumé. Ceux qui veulent éviter le spoil, allez directement à 1h20 du live. Ouais, c'est ça. Alors, je vais vous lire un peu le résumé que j'avais écrit à l'époque. Donc l'action se déroule de 1843 à 1847. Donc pour montrer que la présence du mal en l'homme a toujours été là. Dans un village anonyme du Dauphiné, au centre duquel se dresse un être magnifique. Le voici. Durant l'hiver, alors que le village enneigé est coupé du monde, une femme disparaît sans que l'on puisse découvrir son ravisseur. Le mystère perdure et l'incident est finalement oublié. Or, un dimanche, à l'heure de la messe, un homme est attaqué. L'agresseur tente de l'étrangler, mais la victime appelle à l'aide et son père accourt, tire un coup de fusil, mais n'a le temps que d'apercevoir une silhouette qui s'enfuit. Ils trouvent ensuite, dans l'étable, un cochon tailladé baignant dans son sang. La peur gagne alors le village tout entier. Rien n'advient jusqu'à l'hiver suivant où, cette fois, un homme est la victime de l'assassin. Les gendarmes investissent alors le village sous le commandement du capitaine Langlois, un homme mûr qui a connu la guerre d'Algérie. Il organise en vain des recherches, au moment où le plus rusé des villageois disparaît à son tour. Donc c'est là que je me serais arrêté si j'avais voulu vous ne pas vous spoil. Donc je précise, hein, donc Langlois a connu la guerre d'Algérie car effectivement la conquête de l'Algérie en tant que colonie par la France commence en 1830, dans les années 1830. Mais un matin, alors attention les noms, mais un matin, Frédéric II, ainsi nommé parce qu'il est le second de la dynastie des Frédéric, qui se succèdent de père en fils à la tête de la scierie du village, peut-être une allusion à Frédéric II de Prusse, possible. Donc voilà. Donc Frédéric II avise un inconnu qui descend du hêtre du village. Il y grimpe à son tour et découvre, parmi les ossements, le cadavre d'une villageoise. Du coup, c'est ce que je vous disais, c'est-à-dire qu'au fond de cette beauté, en fait, c'est là que le meurtrier cache les cadavres, en fait. Voilà. Il décide alors de suivre l'individu qui parcourt les collines enneigées jusqu'au village de Chichiliane, où il demeure. Frédéric apprend ainsi son nom, Monsieur V. Oui, c'est ça, c'est dans les branches en fait. Apparemment il y a un petit plateau qui a été créé ou je sais pas, c'est pas ultra décrit. Non, non, c'est dans les branches. C'est hauteur dans les branches. En fait, c'est pour ça que dans la description que vous avez lue, il y avait des mouches. Et oui, en fait, tous les détails sont là. En fait, il parle de sang dans la description, il parle de mouches. En fait, il y a des indices partout dans le texte qui peuvent vous mener à ça. Et c'est pour ça que c'est super bien fait en fait, hein. Et du coup, quand vous revenez, quand vous relisez après avoir la clé, vous êtes en mode oh. Voilà. Du coup, Frédéric apprend ainsi son nom, Monsieur V. Il retourne de rechef au village pour en informer Langlois, qui va alors abattre l'assassin.
comportement étrange pour un enquêteur qui devrait arrêter le coupable et amasser le plus d'indices possible. Voilà, donc c'est là que se finit la première partie. C'est-à-dire que le capitaine des gendarmes qui est censé mener l'enquête, et ben en fait il tue la victime, enfin non, pardon, la victime, l'assassin, et on n'en sait pas plus. Hein. C'est-à-dire que la description c'est il va le voir dans sa maison, ils sortent tous les deux, ils vont dans un endroit dans la forêt, le mec, Monsieur V, se met contre un arbre, le gendarme sort ses deux pistolets, et lui tire 2 balles dans le ventre, et c'est la fin. Et on ne nous dit pas plus. Voilà. Deuxième partie. Langlois a désormais démissionné et s'est installé au village. Pour débarrasser la contrée d'un loup qui rôde, il organise une gigantesque battue et traque l'animal. L'ayant acculé à une falaise, il l'abat, comme Monsieur V, de 2 coups de pistolet dans le ventre. La scène a presque un caractère théâtral et cérémoniel. On retrouve ici la thématique de la chasse et du divertissement, qu'on voit dans Un roi sans divertissement, dont je vous parlerai après. Voilà. Troisième partie. La dernière partie introduit dès l'abord 3 nouveaux personnages. La chasse sauvage. Non, alors là, vraiment pas. Par contre, ça aurait été grave intéressant de faire ça. La dernière partie introduit dès l'abord 3 nouveaux personnages. Une ancienne prostituée, surnommée Saucisse, qui fait office de narrateur. Une vieille bourgeoise d'origine mexicaine, Tim, et un procureur bedonnant. Accompagné des 2 femmes, Langlois rend visite à la veuve de Monsieur V, pour en savoir plus sur la personnalité de l'assassin. Au retour, il s'enfonce dans une solitude taciturne que la fête donnée par Tim dans son château ne parvient pas à égayer. Langlois habite désormais un bungalow dont le jardin a des allures de labyrinthe, métaphore de son cerveau. C'est alors qu'il demande à Saucisse de lui trouver une femme. Elle fait ainsi venir de Grenoble la pétillante Delphine, mais 2 mois plus tard, après avoir saigné une oie, le sang dans la neige, Langlois se suicide en fumant un bâton de dynamite, laissant Delphine et Saucisse rabâcher une histoire au sens obscur. Tada! Et là, vous avez fini le bouquin, et vous êtes en mode... Alors, plus obscur, tu meurs. Voilà. Et exactement, il a fumé un gros pétard. C'est non, il n'y a pas de tome 2, hein, ça se finit comme ça. D'ailleurs, à la fin est très bien écrite, hein, encore une fois, et elle est justement encore une fois sublimée. Juste, je vous dis donc, seulement ce soir-là, il ne fumait pas un cigare, il fumait une cartouche de dynamite. Et il y eut, au fond du jardin, l'énorme éclaboussure. Et il y eut, au fond du jardin, l'énorme éclaboussement d'or qui éclaira la nuit pendant 1 seconde. C'était la tête de Langlois qui prenait, enfin, les dimensions de l'univers. Voilà. Et après, c'est qui a dit un roi sans divertissement est un homme plein de misère. Maintenant, je vous révèle la clé de l'intrigue. Qui a dit un roi sans divertissement est un homme plein de misère? C'est Pascal, le philosophe du XVIe, XVIIe siècle, il me semble, hein, qui a écrit donc les Pensées. Et donc, selon Pascal, comment dire, sans divertissement, un homme, dans la nature humaine, est obligé de contempler son propre néant. C'est-à-dire que en fait, l'existence est vide de sens, en gros. Et donc, pour trouver du sens à sa vie, ou pour combler ce manque, on essaie de se divertir. Donc on se trouve des raisons. Donc par exemple, on fait la chasse, etc., etc., etc. Sauf que ces divertissements, en fait, ne suffisent jamais. Et donc il n'y a que en fait le roi qui a toujours des divertissements, et c'est pour ça que c'est un roi sans divertissement, qui a toujours le plus de divertissement, qui réussit à pallier son propre néant.
Mais Pascal dit, il y a une échappée. Il y a Dieu. Et oui, donc en fait, la foi en Dieu, bien sûr, permet de combler ce vide de sens de l'existence et donc de trouver un but à sa vie, à son existence, etc. etc. Le truc, c'est que quand Giono reprend cette thématique, euh, lui est complètement athée. Et après la Seconde Guerre mondiale, comment dire que voilà, la foi en Dieu prend un sacré coup. Et donc, pour lui, en fait, bah, il n'y a pas de Dieu, donc il n'y a pas de possibilité. Donc en fait, on est condamné à notre propre néant. Et donc, l'ultime, euh, comment dire, l'ultime divertissement, c'est le sang, la cruauté, le fait de tuer. J'avais pas vu venir la propagande chrétienne. Et si, ah bah oui. Et oui, même dans la philosophie, bah oui, carrément, hein. Euh, et donc, qu'est-ce que je disais? Euh, Mince, nom d'un petit bonhomme. Euh, et donc, oui, non mais Pascal avec son pari tout pété, ouais, le pari pascalien, c'est un truc. Donc voilà, et donc, dans son livre Giono, comme il est athée, il ne garde que l'idée, en fait, du libre arbitre. Et donc, en fait, lui, il dit on est tous condamnés à avoir le mal en nous, mais il nous reste une chose, c'est le libre arbitre. Et en fait, lorsque Langlois, en fait, je vais repartir depuis le début de l'histoire. C'est-à-dire que tout commence avec Monsieur V, Monsieur V, qui donc est comment dire, le détenteur original du mal. En fait, c'est Hitler, si vous voulez, en gros. Là, je schématise beaucoup et ça se trouve, je fais quelque chose qui n'a pas de sens, mais c'est pour vous donner, pour vous faire comprendre. Euh, Lorsque Langlois tue Monsieur V, il transmet cette fascination. Et c'est lui qui, Langlois, commence à tuer. Et c'est du coup lorsque il fait cette mise à mort théâtrale devant toute l'assemblée avec les loups, en fait, il essaie de récupérer cette euphorie, ce divertissement de tuer et de voir le sang se répandre sur le sol. Et ensuite, il comprend qu'il est en train de perdre les pédales, hein. Il comprend que c'est un peu le bazar dans sa tête. Et donc, il va se renseigner sur Monsieur V. Et donc, il va voir sa femme, donc la femme de Monsieur V, hein, euh, pour comprendre un peu ce qui se passe. Et donc, tout ça, c'est très énigmatique, hein. On ne sait pas trop ce qui se passe dans sa tête. Il va là, il se rend compte qu'en fait, toute la maison est richement ornée, puisqu'évidemment, bah, divertissement. Et il se met à trembler, etc., et avoir des sueurs froides et tout. Puis après, il se dit, il faut qu'on se tire. Voilà. Ensuite, ultime divertissement, l'amour. Il y avait aussi le labyrinthe, donc peut-être, alors soit métaphore de son cerveau, soit essayer de trouver le chemin de la sortie, etc., comme divertissement. Ensuite, il a décidé de trouver l'amour, peut-être comme ultime divertissement, chose qui finalement n'a pas fonctionné. À la fin, on nous dit qu'il a des envies d'assassiner sa femme, hein, quand même, parce qu'elle lui tape sur les nerfs. Voilà. Euh, En fait, c'est là je schématise, hein, mais en gros, euh, il trouve que sa femme est stupide, donc au bout d'un moment, ça l'énerve et il se rend compte que s'il continue sur cette piste, il va la tuer. Et à ce moment-là, il prend une oie et il la décapite. Et il regarde le sang tomber sur la neige. Et il comprend que cet ultime divertissement ne sert à rien. Et il décide de se suicider. Donc il lui reste son libre arbitre. Lui-même peut dire stop, le mal a pris le dessus, il faut que j'arrête. Voilà. Et donc en fait, en principe, le livre est génial parce qu'il nous fait nous rendre compte que nous, on est fascinés par ce mal. Donc on a en fait ce mal aussi en nous. Et donc il y a un système de triple identification, si vous voulez, c'est-à-dire que, enfin de double, si on veut, c'est-à-dire que Langlois commence à s'identifier à Monsieur V, et nous-mêmes, en fait, à la fin, on finit par s'identifier à Langlois, en fait. C'est assez terrible. Et voilà. Il a zigouillé une oie et il n'a même pas pensé à la cuire à la broche.
Ouais, c'est clair. En plus que c'était une oie domestique. Non mais vraiment. Tchè. N'importe quoi. Voilà, dites-moi, vous en pensez quoi de cette histoire et vous pensez quoi du mal qui est en chacun et tout et tout. Est-ce que, vous avez compris ce que j'ai bien expliqué? Est-ce que vous trouvez comme moi que genre c'est super bien fait en fait? Etc. etc. Et puis, qu'est-ce que je voulais dire? Euh, oui, du coup, loi quand même, parce que moi je fais tout un tabou, un truc sur loi. Euh, En fait, je continue de parler en attendant vos réponses, hein, comme à chaque fois. Loi, c'est une référence à Perceval, le chevalier au Graal. Pardon. En fait, un moment, Perceval, un matin, il se réveille, tu vois. Il se réveille, puis il est un peu fatigué, mais bon, en fait, non, il se réveille avant tout le monde parce qu'il a soif de chevalerie, tu vois. Du coup, il va dans le pré à côté, et puis il y a une oie qui s'est fait attaquer par un faucon, et il y a 3 gouttes de sang sur la neige. L'oie se tire, lui, il est là, et puis il regarde les 3 gouttes de sang dans la neige, et ça l'absorbe, et en fait, ça lui rappelle la femme qu'il aime dans la neige. Et donc, il y a cette fascination, en fait, hein, pour la femme aimée, mais aussi dans le sang, c'est assez étrange. Après, en fait, il y a des chevaliers qui viennent le déranger pendant qu'il est en train de penser, et donc il les défonce. Enfin, il les met à bas de leurs chevaux, puis après ils retournent. Voilà. Euh, alors, c'est pas important de se divertir. Si la vie n'a pas de sens, qu'est-ce qui nous empêche de faire le mal? Je vais la relire. Si la vie n'a pas de sens, qu'est-ce qui nous empêche de faire le mal? Exactement, mais c'est donc tout l'objet du truc, c'est qu'il faut trouver un sens à sa vie, parce que sinon on perd aussi le sens moral. Euh, et si on perd le sens moral, bah effectivement on peut faire le mal même sans s'en rendre compte. Enfin, il y a pas de délimitation où le mal devient le bien et il n'y a pas de limite. Et donc c'est important de se divertir, tu te dis. Bah, après ça dépend, c'est-à-dire que moi je pense que on peut trouver un sens à sa vie qui est autre qu'un divertissement en fait. Euh, Personnellement, genre tu vois l'écriture, le fait de transmettre tous ces savoirs, euh, de transmettre mes bouquins, mes histoires à l'humanité, entre guillemets, moi c'est ce que je considère actuellement comme le but de ma vie. Après, voilà. Alors Blau, en plus, j'imagine que pour ceux qui ont fait les 2 guerres, se retrouver avec soi-même et face à ce qu'ils ont pu faire, c'était douloureux. Oui, absolument. Alors, ouais. Lui, du coup, il a pas combattu hein, pendant la Seconde Guerre mondiale, mais il a juste, de toute façon, la guerre a été quasiment nulle. Et puis après, oui, après, il était pacifiste. Et le divertissement pouvait presque en devenir salvateur. Oui, bonne idée, effectivement. Mm, mm, mm. Ouais, ouais, sacrée histoire tout ça. Hein. Et du coup, voilà. Et donc, en fait, ce roman, moi, il m'a beaucoup plu. Euh, je m'en inspire et vous retrouverez dans mes romans. Ta, 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 ta. Non, je rigole. Enfin oui, oui, quand même. Mais je vais pas vous faire la promo de mes bouquins, mais oui, vous retrouverez dans mes romans des allusions à ça en fait. Hein. Euh, Entre l'autre zinzin et ce débat littéraire philo sur le mal, c'est joyeux ce live. J'espère que t'as prévu des licornes et des papillons pour la fin. J'ai prévu croque-mou. Ça va ou ça va pas? Regarde, regarde. Je reviens sur le live de base. Hop. Et voilà. Normalement, croque-mou est là. Je vérifie. Voilà. Hé hé. Sa petite bouille trop mignonne, pas contente. Euh, du coup, ouais, je m'en inspire pas mal dans mes romans. Donc vous retrouverez des traces de ce sang euh, sur la neige et de l'importance du sang, de la terre, de blabla, de trucs, de schtroumpf et de toute la symbolique qui va avec dans mes romans, notamment bien sûr dans Le Fantôme Survivant que voici, qui a été publié, je le rappelle, et vous avez les liens en description.
Et puis, bien sûr, dans les prochains romans, c'est là tout le temps, hein. Enfin, c'est là tout le temps, vous le retrouverez dans chaque roman. Dans le prochain roman, le troisième millénaire, il en est aussi question. Voilà. Et là, ça lui donne une idée de live spécial licorne et histoire. C'est vrai que j'ai un livre sur les licornes, moi. Attends, c'est ça là? Lettre française. Ça se trouve, c'est toi qui me l'as filé, Anishka, celui-là. Enfin, du coup, prêté. On verra. Une suite logique après le dragon, effectivement. Je ne veux pas faire la promo de mon roman, fais la promo de son roman. Ouais, c'est une figure de style, figure-toi, et je sais plus comment elle s'appelle. Voilà. C'est comme. J'ai pu. Je ne vous dirai pas que après ce live, eh bah, je vais y jouer à Kingdom Come Deliverance. Non, je vais vous le dire, mais je l'ai fait. Bon, bref, je vais le remettre là en attendant. Du coup, voilà. Quelle histoire. Du coup, nous avons fini ce live, très chers amis. J'espère que ça vous a plu. Il y a plusieurs choses encore que je vais vous dire pour clore le live. Cette semaine, je lisais la suite du livre sur la chasse sauvage. Et alors non, c'est pas une antiphrase. Enfin, c'est peut-être une antiphrase, mais c'est pas. C'est autre chose. Tu nous laisses, bonne soirée. Ok, un bisou, un bisou. Et bah du coup à demain, hein, nous deux. On se voit au séminaire. Du coup concernant la chasse sauvage, on en reparlera en fait lundi prochain au live gaming. Parce qu'en fait sur le live gaming, on est retourné dans le passé. Et j'avais dit que je connaissais pas trop de témoignages médiévaux qui remontent dans le temps ou qui vont dans le futur. Il se trouve qu'en lisant le livre, j'en ai trouvé. Alors c'était effectivement, comme je le disais, des témoignages qui sont tous sauf chrétiens, ou qui sont d'héritage païen, entre guillemets. Donc voilà, on en parlera justement à ce moment-là. Donc j'ai trouvé ça. Ensuite, je vous prépare plein de petits trucs, évidemment, puisque j'ai une série de d'idées de live du jeudi assez conséquente. Voilà. Je pense que j'ai fini de dire tout ce que j'avais à dire, très chers amis. Du coup, j'espère que ça vous a plu et que c'était pas trop sombrinou tout ça. Euh, que vous retiendrez des choses et que Giono est un être bizarre. Que l'histoire c'est quelque chose qui se construit, hein, comme disait Blau dans le chat, et pas quelque chose qui s'invente. À peine sombre. Ouais, c'est ça. C'est. Alors ça va, je suis habillé en noir. Regardez, j'ai un t-shirt de Scorpion, le groupe. Et voilà, tout va bien. D'ailleurs, j'ai ultra chaud. Du coup, sombre comme le ciel de Strasbourg actuellement, exactement. Bon alors, du coup, je vous laisse. Hein. Moi, je vous fais des gros bisous, tout simplement. Et puis de toute façon, eh ben, on se dit à très vite. Et surtout, n'oubliez pas que le savoir, ça se partage.